Bonjour à tous, je suis Tiffany Andry et le 5 mars 2021, j'ai eu le plaisir de soutenir publiquement ma thèse en information et communication. Ma thèse concerne la visualisation de données et plus particulièrement son ornementation. Beaucoup de personnes m'avaient demandé d'enregistrer la défense ainsi que la présentation et malheureusement dans le flux des émotions et la spontanéité, j'ai oublié de le faire. C'est pourquoi je vous propose de revenir maintenant sur la présentation que j'ai faite ce jour-là et j'espère donc que ça vous plaira. Alors, pour rappel, le titre de ma thèse était Beauté des données, quelle est l'influence de l'ornementation des visualisations de données sur la construction de sens de l'utilisateur? Pour commencer, je vais vous parler de la question de recherche, ainsi que des éléments qui m'ont poussé à me poser cette question. Puis j'aborderai la méthodologie, c'est-à-dire ce que j'ai mis en place pour répondre à cette question de recherche, et finalement j'aborderai les résultats et même un peu plus, vous le verrez. Pour commencer, je vais parler de moi, ou plutôt de moi il y a 5 ans. En effet, il y a 5 ans, j'ai intégré le Social Media Lab, qui est le laboratoire d'analyse des réseaux sociaux numériques en contexte professionnel. Et à l'époque, il y avait un projet de recherche sur l'intelligibilité des données numériques qui commençait dans ce laboratoire. Et François Lambotte, mon promoteur, m'a demandé à ce moment-là de réfléchir à un projet de thèse qui pourrait s'y intégrer. On a assez vite parlé de visualisation de données. Je me rends compte qu'à ce stade déjà, il y a déjà du jargon, donc éclaircissons ça ensemble. Pour commencer, les données numériques, ce sont des nombres auxquels correspondent des valeurs, des grandeurs qui sont utilisables dans des calculs. Mais le mot numérique, il peut aussi être traduit par digital, si vous voulez. En effet, aujourd'hui, avec l'utilisation du Web 2.0 et des réseaux sociaux numériques, on produit énormément de données qui sont exploitables et d'ailleurs visualisables. Le meilleur exemple que je puisse donner en ce qui concerne la communication par les données, qui aujourd'hui est absolument foisonnante, est le nombre de cas de Covid-19 desquels on est informé presque quotidiennement aujourd'hui dans les médias. Et c'est ça en fait la visualisation de données, c'est un ensemble de graphiques plus ou moins complexes et c'est la représentation et la présentation de données abstraites pour faciliter la compréhension. Alors j'avoue que j'avais une certaine appréhension à traiter avec ce sujet, puisque ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas d'affinité particulière avec les mathématiques, ni avec les nombres, et à l'époque, je n'aimais pas spécialement les graphiques. Je dis bien à l'époque, puisqu'aujourd'hui, je les trouve fascinants, évidemment. Et justement, puisque je partais de cette expérience personnelle avec les données, mon promoteur m'avait donné des livres qui parlaient justement de la visualisation de données, et j'ai trouvé dans ces livres certaines visualisations assez jolies. Et j'ai constaté que leur beauté me poussait à dépasser mon appréhension pour prendre connaissance des données. Et puis j'ai cherché sur le web et j'ai trouvé également d'autres visualisations de données qui étaient esthétiques, embellies, enjolivées, décorées. En somme, des visualisations comme ces deux exemples-ci qui, de par leur apparence, m'attiraient et me poussaient à me dépasser pour m'engager dans la lecture. Aujourd'hui, on peut aussi comprendre que dans le contexte d'infobésité, c'est-à-dire dans un contexte où l'information est absolument partout autour de nous, il est important de se démarquer visuellement. Et donc, je trouvais ces visualisations de données embellies, que j'appelais à ce moment-là embellies, absolument fascinantes. C'est pourquoi par la suite, je me suis demandé qu'est-ce qui faisait une bonne ou une mauvaise visualisation de données. Comment fait-on pour créer une bonne visualisation de données? Et là, j'ai été confrontée à tout à fait l'inverse de ce que je venais de constater. En effet, mon travail se base sur les travaux principalement de deux auteurs qui s'appellent Jacques Bertin et Édouard Tufti, qui ont des pensées exprimées différemment, pardon, mais qui vont quand même dans le même sens. En effet, pour eux, qui ont dicté plusieurs règles et principes de conception de visualisation de données, il y a certaines choses à faire pour que la visualisation atteigne un certain niveau d'efficacité. Mais qu'est-ce que c'est l'efficacité pour ces deux auteurs? Si je résume avec mes mots et que je mets en commun ce qu'ils ont justement en commun,
L'efficacité pour eux, c'est le fait de transcrire le plus d'informations possible dans l'espace le plus petit possible, avec le moins d'encre possible et en atteignant une compréhension qui est la plus rapide possible. Autant dire à ce stade-là qu'il n'y a pas de place pour les fioritures, il n'y a pas de place pour l'ornementation, ils sont en réalité minimalistes. Pour eux, ça doit aller droit au but. La communication des données doit être faite de façon la plus épurée possible pour communiquer un message le plus pur possible, si vous voulez. Et en fait, cette vision, elle est assez déterministe parce qu'elle suppose que le récepteur va décoder l'information tout comme elle a été encodée par l'émetteur. Et là, je ne suis pas spécialement d'accord puisque c'est faire fi de l'expérience personnelle du récepteur, de sa personnalité, de son contexte de réception, etc. Je me suis donc demandé si d'autres chercheurs avaient eux aussi étudié ce phénomène, du moins pour commencer constater et puis étudier ce phénomène qu'est l'ornementation. Et dans le domaine de la visualisation d'informations, je me suis rendu compte que oui, en effet, elle a été étudiée mais pas définie, si vous voulez. Donc ces études étudiaient ce qu'elles appelaient les visual embellishments en anglais, parce qu'il y a très peu d'études, voire pas du tout en français sur le sujet. Et on sait maintenant que ça a une certaine valeur ajoutée, comme sur l'engagement, sur la mémorisation à long terme et à court terme. Donc le fait qu'une visualisation ornementée impacte plus grandement la mémorisation, des choses comme ça. Mais ça n'a jamais été spécialement défini dans ces études. Et donc j'ai voulu définir ce terme ornementation que j'ai choisi pour commencer, parce que j'hésitais entre plusieurs mots. Est-ce que c'est de l'embellissement? Mais là ça touchait au beau. Voilà, donc j'ai choisi le terme d'ornementation et je l'ai défini comme un apport esthétique à une forme standard de visualisation de données qui peut être de nature picturale, métaphorique ou encore de métamorphose des traits relatifs aux données, ce qu'on appelle le data ink. Vous verrez ensuite de quoi je veux parler. Alors cette notion, elle est assez similaire au chart junk d'Edward Tufte. Vous voyez dans ce mot chart junk, on a le junk un peu comme junk food, quelque chose qui est mal, quelque chose qui est gras, en gros quelque chose qui encombre. Et Tufte a déjà en fait exploré cette idée de décoration, de choses qu'on ajoute pour enjoliver le graphique, mais pour lui c'est du bruit graphique qui en vient à faire de la distorsion, qui est de la décoration inutile. Et je ne voulais pas partir avec un a priori négatif sur le phénomène que j'avais constaté et j'ai donc décidé d'employer mon propre mot qui était l'ornementation et de ne pas bien foncer dans cette idée de chart junk. Ici, vous pouvez voir un exemple de visualisation ornementée grâce au petit Pikachu qui est en bas à droite sur l'image. Voilà, je ne vais pas commenter les autres caractéristiques esthétiques de cette visualisation, mais vous en avez donc ici un exemple. Je vous ai donné maintenant différentes pièces du puzzle et je rappelle qu'en fait je me demandais, donc par rapport à une visualisation de données qui est assez simple, qu'est-ce que l'ornementation induit sur la construction de sens, mais la construction de sens, qu'est-ce que c'est? En fait, quand on voit un objet, pour commencer, on a la perception visuelle qui s'active, on a ce sens qui est la vue qui fait en sorte qu'on voit l'objet, et puis évidemment il y a des traitements cognitifs qui font qu'on comprend l'objet ou d'ailleurs qu'on ne le comprenne pas, ça peut aussi arriver. Et donc la construction de sens, c'est l'alliage de la perception visuelle, de la compréhension, mais à mon sens, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines qui effectuent des processus aussi simples. En effet, nous vivons quotidiennement des expériences, nous avons une personnalité, une certaine culture, une vision des choses. En bref, l'expérience personnelle peut également influer sur la construction de sens. C'est ce que j'appelle sense-making individuel dans le cadre de ma thèse, mais pour cette présentation, je vais plutôt rester sur tout simplement les mots expérience personnelle. Du coup, maintenant, on peut revenir sur la question de recherche qui est, par rapport à une visualisation de données standard,
donc qui est correcte en regard des principes de conception. Qu'est-ce qu'une visualisation de données ornementée induit sur la construction de sens? Alors ici, je parle de visualisation de données standard et non pas minimaliste. En effet, en bas à gauche, vous avez une image qui est une visualisation que j'appelle de type standard. Pourquoi? Parce qu'elle respecte les principes de conception de visualisation de données et qu'elle ne présente rien d'inutile. Néanmoins, elle n'est pas minimaliste au sens de Tufte. Sur la droite, vous avez des visualisations qui sont minimalistes et sur le graphique D, donc en bas à droite, vous voyez le minimalisme poussé à l'extrême, donc selon Tufte, suivant son principe de maximisation du data inc ratio, donc ça c'est peut-être un peu plus technique, mais je le cite quand même. Et en effet, des études comme celle de Inbar et ses collègues ont montré que le minimalisme poussé à l'extrême est en réalité très perturbant pour les lecteurs des visualisations de données. C'est pourquoi j'ai choisi de rester sur des visualisations qui respectent les principes de conception sans ajouter quoi que ce soit d'inutile, tout simplement. Donc ici, c'est la même slide, mais on voit sur la droite une visualisation de données qui est ornementée. En réalité, elle présente exactement les mêmes données que la visualisation de données qui se trouve sur la gauche, mais donc elle est ornementée grâce à des petits pictogrammes de tombes, puisqu'on parle ici des saisons les plus meurtrières de Game of Thrones. Alors, pour cette recherche, j'ai récolté 20 visualisations ornementées, comme celle de droite, et j'en ai créé les 20 homologues qui sont standard. Donc sur base du même jeu de données, j'ai créé 20 visualisations de données standards et j'avais donc au total un corpus de 40 visualisations de données standards et ornementées. En réalité, ici, j'ai anticipé un petit peu puisque je vais maintenant vous parler de la méthodologie. En effet, comment ai-je fait pour pouvoir répondre à la question de recherche? J'ai mis en place des expérimentations avec 40 professionnels de la communication numérique. Donc, cela signifie que mon travail s'applique uniquement aux professionnels de la communication numérique. C'est une de ses limites. Néanmoins, il peut ouvrir d'autres portes vers l'étude sur d'autres profils. Donc, ce qu'il s'est passé dans ces expérimentations, c'est que les professionnels de la communication numérique sont venus un à un dans le laboratoire et ont été exposés aux visualisations de données. Ils ont vu 20 visualisations de données, c'est-à-dire 10 visualisations ornementées et 10 visualisations standards. Tous les graphiques, de manière générale, étaient des diagrammes en bâtonnet, sauf exception due à l'ornementation. Effectivement, ici, les personnes qui ont vu les visualisations de données qui étaient ornementées n'en ont pas vu leur homologue standard. Donc on a fait attention au contrôle des effets d'apprentissage, etc. Et donc pour commencer, les personnes ont été exposées aux visualisations de données au cours d'un test oculométrique, ou dit test d'eye tracking. L'eye tracking nécessite forcément un eye tracker, et l'eye tracker, c'est cette petite barre noire que vous pouvez voir à droite et qui est disposée en fait juste en dessous de l'écran, qui est donc non intrusive et qui permet de localiser à l'écran où se situe la pupille, ce qui permet après l'expérimentation de retracer le trajet oculaire effectué par les participants sur les images présentées. Simultanément à cela, les participants ont répondu à des appréciations déclarées, c'est-à-dire qu'ils ont été invités pour chaque visualisation à dire dans quelle mesure ils l'ont trouvée belle, intéressante, claire, dans quelle mesure ils l'avaient comprise et dans quelle mesure ils l'avaient aimée. Ensuite, nous changeons de pièce et nous menions un entretien ensemble qui visait à explorer leur expérience vécue au moment où ils s'appropriaient les visualisations. Et donc cela en fonction de leur propre personnalité, de leur propre vécu, etc. Alors, comme vous pouvez vous en douter, beaucoup de données sont issues de ces expérimentations, énormément d'ailleurs, en tout cas suffisamment pour faire une thèse, et je ne vais pas ici passer de temps à vous expliquer de quelle manière je les ai analysées. Je peux néanmoins vous dire que j'ai réalisé des analyses statistiques, notamment sur les données de regard et sur les appréciations déclarées. J'ai mené une analyse de contenu thématique sur les entretiens. Et j'ai aussi utilisé une technique de visualisation que je vais vous montrer après qui s'appelle le bundling, mais de manière générale, ça pourrait constituer une présentation entière, le fait d'en parler. Voilà, je reste tout de même ouverte à la discussion pour ceux qui voudraient en savoir plus, évidemment. En effet, pour moi, c'est important de foncer dans les résultats, en fait, de pouvoir présenter les résultats
que j'ai essayé évidemment, comme depuis le début de cette présentation, de vulgariser, puisque le principe d'une soutenance publique, évidemment, c'est de présenter une audience qui est diversifiée, que ce soit des personnes qui sont des chercheurs, professeurs, doctorants, des professionnels ou encore des proches de la personne qui présente son travail. Donc voilà, pour moi, c'est important d'essayer de vulgariser ces résultats. Donc voilà, enfin je me lance. Pour commencer, je vais vous présenter les différences entre les visualisations qui sont ornementées versus les visualisations qui sont standards. En effet, dans les appréciations déclarées, les visualisations qui sont ornementées, donc plutôt comme celle du dessus, ont été estimées plus belles, elles ont été plus aimées que les visualisations standards. Et ça, en fait, dans ce travail, c'est corrélé. Le fait de trouver une visualisation jolie va de pair avec le fait de l'aimer. Néanmoins, elles ont toujours été trouvées moins claires, c'est-à-dire que les visualisations ornementées sont moins intelligibles au premier coup d'œil que leurs homologues standards. Par contre, et c'est assez étonnant, elles n'ont pas d'incidence sur l'impression de compréhension et sur l'intérêt. Alors ici, pourquoi est-ce que je parle d'impression de compréhension? C'est parce que dans le travail, on a évalué la propre sensation, la propre perception de compréhension que les participants avaient et non pas la compréhension en soi. C'est d'ailleurs une des limites du travail, et de même en ce qui concerne l'intérêt, ce n'est pas l'apparence de la visualisation qui stimule l'intérêt, mais plutôt son sujet. Néanmoins, ce n'est pas à confondre avec l'engagement, et vous verrez, je parlerai d'engagement par la suite. Ensuite, visuellement, j'avais ce qu'on appelle des données de regard à disposition et notamment des points de fixation. Une fixation, c'est un arrêt de 200 à 300 millisecondes sur l'image qui signifie tout simplement qu'il y a une focalisation de l'œil sur l'image. Et donc la durée moyenne et le nombre de fixations sont bien plus grands pour les visualisations qui sont ornementées que pour les visualisations qui sont standards. Et ça peut s'interpréter par de la complexité et ou par de l'engagement. Et ça, vous le verrez par la suite, je vous expliquerai dans quel cas c'est l'un et dans quel cas c'est l'autre. Ensuite, en ce qui concerne les retours d'expérience, les visualisations ornementées ont été décrites comme plus attractives, comme si le concepteur avait accordé un plus grand soin au message qu'il souhaitait présenter. Et d'ailleurs, les visualisations standards ont quant à elles été décrites comme plutôt sérieuses, ennuyeuses, mais par contre, systématiquement, elles étaient décrites comme plus efficaces que leurs homologues ornementés. Alors ensuite, j'ai mené ces analyses en fonction de différentes caractéristiques des visualisations que j'ai appelées des attributs. Donc ces analyses se sont déclinées en fonction de beaucoup de choses. Je ne peux pas tout vous montrer maintenant et tout vous expliquer maintenant. Donc je vais décliner les résultats en fonction de types d'ornementation. Ces types d'ornementation, je les ai décrits moi-même. Je ne les ai pas forcément trouvés en littérature. Et donc je vous les montre maintenant tout de suite. On va se baser sur 3 types d'ornementation qui sont pour commencer l'ornementation sur le data ink. Donc ink, l'encre. Data, données, c'est l'encre des données ou plus particulièrement l'encre qui est relative aux données. En effet, on voit ici que l'ornementation, c'est-à-dire les bouteilles de champagne, prennent complètement la place des données, la place des bâtonnets. Ensuite, on a l'ornementation qui se constitue en icônes à poser un graphique traditionnel. Bon, ici on a 2 icônes plus particulièrement, mais donc on voit qu'il s'agit d'une icône qui est disposée à côté d'un graphique que l'on connaît, donc déjà en tout cas qui est traditionnel et qui est plus ancré dans les usages. Et ensuite, pour terminer, on a ce que j'appelle les formes inhabituelles. Il s'agit donc de formes un peu fantaisistes, fantasques, qui vont prendre aussi la place des données, donc qui se constituent aussi sur le data ink, mais qui prennent davantage de liberté au niveau de la conception des visualisations de données. Alors, en ce qui concerne donc les résultats en fonction des types d'ornementation, on va aborder maintenant un petit peu ce que ça donne visuellement. En fait, visuellement, il y a ce qu'on appelle des chemins de lecture qui émergent, c'est-à-dire que de façon agrégée pour tous les participants, il y a des chemins de lecture communs qui se dégagent de la lecture des visualisations, qu'elles soient ornementées ou pas.
sauf dans le cas des formes inhabituelles. Et ça, j'ai pu le voir grâce à une technique de visualisation développée par Christophe Hurter à l'ENAC à Toulouse. Je le remercie d'ailleurs parce qu'il a adapté cette technique ici à mon travail. Cette technique s'appelle le bundling. Et le bundling consiste à montrer les données de regard sur la visualisation en agrégeant les trajets réalisés par tous les participants. Donc ici, notamment, on a une visualisation de données qui est tout à fait standard, avec voilà, titre, étiquette de données, légende, etc. Et ici, je vous montre donc le bundling, donc le résultat des données de regard appliquées à cette visualisation. Je sais que ça peut sembler assez technique et peut-être un peu compliqué, mais je vais essayer d'expliquer de façon assez simple. En fait, donc on voit là le trajet oculaire qui se dégage, qui a été réalisé communément par tous les participants. Et d'ailleurs, on voit que le bundling se décline sur un dégradé de bleu. En effet, vous voyez qu'il commence par du bleu foncé. Donc là où c'est bleu foncé, ce sont les premiers trajets oculaires. Et puis il se décline sur du bleu plus clair afin de se terminer sur le blanc. Et c'est comme ça qu'on voit le trajet qui se déroule donc temporellement avec une flèche qui est disposée sur les faisceaux afin de montrer la direction. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce que je veux vraiment montrer ici, c'est que finalement, on a quelque chose d'assez clair, d'assez structuré. On a un schéma finalement qui est assez simple, où on voit que le bundling passe vraiment sur le titre, les étiquettes de données et la légende. De même, ici, je vous montre la visualisation qui est homologue et donc qui est ornementée sur le Data Inc. Et on voit une consistance similaire au niveau du bundling. On a un schéma qui se dégage clairement. Je peux aussi vous assurer que ça se produit sur les visualisations où l'ornementation se constitue en icônes apposées. Maintenant, si je vous montre cette visualisation donc, qui est plutôt du type des formes inhabituelles, on voit clairement lorsque le bundling y est appliqué qu'il y a quelque chose qui cloche. Les participants ne savent pas où regarder et la technique fonctionne clairement moins bien. On n'a pas un schéma clair qui se dégage. Et d'ailleurs, il faut dire que sur les formes inhabituelles, la durée moyenne et le nombre de fixations, donc rappelez-vous, ce sont ces petits arrêts de l'œil à l'image, eh bien, ils explosent. Et ça, à ce moment-là, donc comparé à une visualisation standard ou à une autre visualisation ornementée mais d'un autre type, ces fixations explosent. Et ça, à ce moment-là, j'interprète cela comme de la complexité visuelle. Et pourquoi d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'interprète ça comme une difficulté à saisir les données, à saisir le graphique et comme une difficulté visuelle? Tout simplement parce que lors des entretiens, c'est ce que m'ont dit les participants. Ces visualisations étaient difficilement compréhensibles, que ce soit visuellement ou de par le sujet, et donc avaient une assez mauvaise appropriation. Ensuite, entre les visualisations où l'ornementation se constitue sur le Data Inc versus sur une icône qui est apposée, il y a assez peu de différence. Donc sur l'image du haut ou sur l'image du bas, visuellement, il y a assez peu de différence. Mais il y a toujours plus de points de fixation sur ces visualisations que sur les visualisations qui sont standards. Et à ce moment-là, j'interprète cela comme de l'engagement, puisque durant les entretiens, les participants me disaient particulièrement apprécier ces visualisations, avoir envie de s'engager dans leur lecture et prendre connaissance des données. De même, sur la droite, vous voyez donc des icônes apposées sur l'image du bas, et on pourrait penser que lorsqu'on regarde de telles visualisations, l'œil s'arrête directement sur les icônes et y prête une grande attention. Or, ce n'est pas le cas. L'icône apposée n'est pas une distraction. Pourquoi? Parce qu'elle capte l'attention assez tardivement, c'est-à-dire à un tiers du temps de vision, et surtout parce qu'en moyenne, elle correspond à 0,82% du temps de vision. Ça veut dire que sur le temps total passé à lire le graphique, on n'y passe même pas 1% de son temps à regarder ces icônes. Au final, ce sont des éléments qui sont assez peu importants, mais qui permettent tout de même de contextualiser le sujet de la visualisation. Dans les appréciations déclarées, au final, les formes inhabituelles ont toujours été décrites comme moins belles, moins claires et moins appréciées que les homologues standards. Alors quand on en arrive à un tel point, peut-être vaut-il tout simplement mieux utiliser une visualisation qui est de type standard, dans laquelle il n'y a rien d'inutile au final, ou bien opter pour un autre type d'ornementation.
Alors ensuite, en ce qui concerne les icônes apposées versus les visualisations standards, donc comme sur ces deux images-ci, en fait, le niveau de clarté est clairement similaire, ce qui signifie que l'icône, en effet, n'est pas une distraction. J'aimerais aussi revenir sur l'expérience personnelle vécue par les participants, donc plus particulièrement sur ce qui est ressorti des entretiens. En effet, j'ai constaté qu'il y avait un décalage entre la sensation d'effort ressentie par les participants et l'effort réel. C'est-à-dire que dans les appréciations déclarées, les participants disaient que ces visualisations étaient moins claires. Ils ont même produit plus de points de fixation, ils restaient plus longtemps sur ces visualisations. Et pourtant, ils décrivaient dans les entretiens un effort qui était amoindri, qui était moins lourd que si les visualisations étaient de type standard. Et ça, je l'associe tout simplement à l'importance du plaisir de lecture. En effet, grâce au plaisir de lecture, une visualisation de données qui est peut-être un petit peu moins fonctionnelle du point de vue de la présentation de l'information, mais qui déclenche chez l'utilisateur un plaisir qui est plus important, va faire en sorte qu'il s'engage davantage dans la lecture, et donc le plaisir va faire en sorte tout simplement que cette visualisation, pas de manière générale, mais pour lui, sera plus fonctionnelle, plus agréable, et donc il va davantage s'engager dans la lecture. La variété des individus et des expériences, elle provoque une variété d'interprétations de l'ornementation. Ça, c'est dû aux facteurs humains et émotionnels de Kennedy et Hill qui influencent l'appropriation. Ces facteurs, qu'est-ce que c'est? Ça peut être la confiance que l'on a dans ses propres compétences, qui peuvent être des compétences de vocabulaire, des compétences mathématiques, mais aussi le fait d'aimer certaines sources, certains journaux, le fait d'apprécier certaines esthétiques dans la présentation visuelle, etc. Et ici, on a deux illustrations de ça. En effet, on a la première personne qui dit « Ce qui me dérange, en effet, oui, c'est ça le mot dérange, c'est que j'ai eu l'impression de dire que j'ai bien compris, mais que je n'ai rien pour me rassurer et pour me dire que j'ai en effet bien compris. C'est plus un problème de confiance en moi, j'ai toujours des doutes. » Et là, on voit donc que cette personne a en effet un problème de confiance dans ses compétences à lire les visualisations de données. De même, ici, plus en lien avec l'ornementation, la deuxième personne qui dit « Ce côté qui a été fait pour choquer, ça ne donne pas envie de s'y attarder. L'image a tellement une connotation négative que non, j'ai un trop petit cœur, j'en sais rien. » Et en fait, la personne parlait de cette visualisation-ci qui a fait rire beaucoup de participants, mais qui en a fait frémir beaucoup d'autres. Et en fait, quand on se permet d'ornementer, on dépasse la simple utilisation de symboles qui sont arbitraires. On utilise des choses qui font appel à de l'interprétation personnelle. Et donc ici, on voit que la personnalité, que des éléments tout à fait personnels comme le niveau de sensibilité peut jouer dans l'appropriation des visualisations de données. En fonction de l'intention du message et de ce qu'on veut communiquer, ça peut être une force, mais ça peut aussi être un danger. Finalement, la chose que j'ai le plus constatée au cours de ce travail de recherche, c'est que l'ornementation, ce n'est pas un problème, ce n'est pas quelque chose de mal ou quelque chose de grave. En fait, l'ornementation, le problème qu'elle engendre, c'est qu'elle encourage les concepteurs, les créateurs de visualisation de données à ne pas mobiliser correctement les éléments de grammaire graphique. Ces éléments de grammaire graphique, qu'est-ce que c'est? C'est le titre, les étiquettes de données, les légendes, leurs dispositions, voilà, les couleurs, etc. Or, tout ça, c'est ce qui est le plus regardé par les lecteurs. Et donc, il est essentiel de cadrer ce qui est actuellement vraiment une pratique d'ornementation en proposant de nouveaux principes et de nouvelles règles qui vont s'intégrer dans les règles de conception de visualisation de données qui existent déjà. Et ça, en somme, si vous voulez, c'est un peu comme écrire le Nouveau Testament de la visualisation de données en y incluant les pratiques d'ornementation et en les cadrant surtout. C'est pourquoi, et là je me mouille un peu, puisque je me permets de proposer des recommandations directement issues de mon travail. Ces recommandations, je le rappelle, sont applicables principalement à un public de professionnels de la communication numérique, mais peut-être qu'elles peuvent ouvrir les perspectives, ou du moins le sens du recul critique. Donc voilà. Pour commencer, je dirais d'opter pour une ornementation qui est épurée. En effet, le principe de Less is more, c'est cette intention qui est
de garder le minimalisme et la simplicité au maximum. À mon sens, elle ne doit pas évincer l'ornementation, mais elle doit s'appliquer à l'ornementation. De toute façon, la surcharge visuelle, qu'elle soit esthétique mais aussi numérique, donc le nombre de données ou encore textuelle, elle dérange. Et quand la visualisation est ornementée, la simplicité visuelle, elle est extrêmement appréciée. C'est en tout cas ce qui est ressorti des entretiens. Donc on voit ici sur la gauche une image ornementée, une visualisation ornementée avec finalement des icônes assez simples sur le Data Ink. Et sur la droite, un même type d'ornementation mais beaucoup plus chargé. On a un fond qui est ligné, on a des boules de glace sur lesquelles il y a des pépites de chocolat, du glaçage, un quadrillage sur le cornet. Non, c'est un peu trop. En effet, l'ornementation, elle est appréciée quand elle est très simple et quand elle ne perturbe pas la compréhension, l'appropriation des éléments, de ce que j'appelais les éléments graphiques tout à l'heure. Ici, on a un autre exemple avec une ornementation sur des icônes apposées. On a même carrément un fond sur la gauche. On voit sur la droite que les données émergent mieux visuelles et que donc elles sont tout simplement plus saisissables et plus intelligibles au premier coup d'œil. Ma seconde recommandation, c'est de favoriser les icônes apposées. Et ça, ce n'est pas une recommandation définitive, je dirais, mais c'est une recommandation qui vise la prudence. En effet, je sais que j'ai dit qu'entre les icônes apposées à un graphique traditionnel et l'ornementation qui se constitue sur l'encre relative de données, donc sur le Data Ink, donc en gros qu'entre les différents types d'ornementation comme sur les images présentes, il y a peu de différences visuellement et dans les appréciations déclarées. Néanmoins, il y a quand même un principe de Cleveland et McGill qui explique que l'œil est assez mauvais pour comparer des surfaces, des aires différentes. En effet, est-ce que vous sauriez me dire que la dernière petite tombe est 10 fois plus grande que la première sur la première image? Là, j'ai quand même un doute. Tandis qu'avec un graphique traditionnel, auquel on appose une icône, dans ce cas-là, on reste prudent et on bénéficie des principes, enfin de la plus-value, pardon, de l'ornementation. Donc ici, on est vraiment sur un principe de prudence, tant qu'on n'en sait pas plus sur l'ornementation en tout cas. Alors ensuite, pour terminer, je viens là avec un prototype que j'ai réalisé moi-même, qui concerne les voitures neuves immatriculées en Belgique par marque en 2018 et en 2019, que j'ai réalisé grâce à l'Open Data. Alors, ici, ce prototype me permet de vous illustrer encore d'autres petites choses. Ce n'est pas le meilleur graphique au monde, je ne suis pas graphiste, les couleurs peuvent sans doute être améliorées. Néanmoins, c'est ce que je peux vous montrer pour inspirer ou essayer de donner un exemple visuel en tout cas. Alors pour commencer, j'ai disposé la légende à côté du titre. Elle est également appréciée juste en dessous du titre. Il est ressorti des expérimentations que les participants appréciaient cela particulièrement parce que ça leur insuffle un ordre de lecture qui est logique. Prendre connaissance de la légende, c'est prendre connaissance de ce qui va apparaître dans les données ensuite, et c'est très apprécié. Ensuite, on a les étiquettes de données qui se situent juste au-dessus des bâtonnets. Et ça également, c'est très apprécié parce que ça empêche le regard de revenir sur la gauche sans cesse et de regarder sur un axe qui est l'axe Y. Cette préconisation, elle a été déjà faite par Tufti, mais donc je la valide ici en quelque sorte. Ensuite, on a l'icône à poser qui est là. Ma recherche ne dit pas où la disposer très exactement, mais en tout cas, la porte est ouverte pour encore le découvrir. Ici, je l'ai mise là. Parce qu'elle elle permet de recontextualiser le sujet de la visualisation. Et finalement, tout en bas, on a des éléments qui sont reconnaissables, c'est-à-dire des marques de voiture. Si votre visualisation est visuellement très simple, vous pouvez vous permettre d'y ajouter des éléments reconnaissables comme des marques de voiture, mais aussi des drapeaux, des pictogrammes assez simples. Là, ça augmentera encore une fois une bonne appropriation. Et voilà, ça sera agréable pour l'utilisateur. J'en ai terminé. Alors, selon moi, il est important de consolider les principes de conception qui sont déjà existants en y incluant donc la pratique d'ornementation. C'est quelque chose qui est important. Pour moi, ce travail, ce n'est pas une fin en soi. Il ne fait qu'ouvrir les perspectives et ouvrir vraiment la porte à de nouveaux principes de conception, de visualisation de données, tout simplement.
Évidemment, j'ai mené cette étude principalement sur des diagrammes en bâtonnet et sur des professionnels de la communication numérique, donc on voit le nombre de perspectives qui sont ouvertes. Aussi, ce travail, il a été possible grâce au dialogue entre deux disciplines qui sont les sciences de l'information et de la communication et la visualisation d'informations. L'interdisciplinarité, c'est quelque chose de génial qui permet vraiment d'apporter de la plus-value dans un domaine comme dans un autre. Donc je suis assez contente d'avoir pu finalement évoluer dans deux domaines en parallèle. Euh, donc voilà, cette présentation touche à sa fin. J'espère donc qu'elle vous a plu, mais surtout qu'elle a pu développer chez vous un espèce de sens critique qui vous sera utile la prochaine fois que vous aurez l'occasion de regarder une visualisation de données. Voilà, merci pour votre écoute.